considère que les auteurs d'imaginaire, c'est des gens qui refusent de grandir, qui sont enfermés dans leur enfance, qui racontent des histoires un peu légères. Moi, j'ai une définition légèrement différente. Je dis que ça ne m'empêche pas de... C'est pas que je refuse de grandir, c'est que j'ai décidé une fois pour toutes de bien vieillir. Donc de ne pas oublier d'où je viens et de continuer à raconter des histoires. Et donc, ils ont décidé de mutualiser tout ça. Alors au départ, c'était une pochade, hein, ça s'appelait le Club de la Marmotte Exhibitionniste, parce qu'ils étaient en montagne dans un salon du livre, et que sur la table, il y avait une marmotte en palier. Tu vois? Et donc, ils ont fait une blague. Donc, Chatham, Tillier, Werber, tous ces gens-là, dans leur bouquin, il y avait toujours une marmotte. Et au bout d'un moment, les éditeurs leur ont dit, bon les gars, ça va 2 minutes, votre blague. Et donc, ils ont créé un truc qui s'est appelé la Ligue de l'Imaginaire, et pour dire juste que, ben voilà, c'est des auteurs très différents, c'est des univers très différents qui ont des points communs, effectivement, qui vont explorer des genres, soit du thriller, soit des choses comme ça, mais tu y retrouves des gens aussi complémentaires que Lovenbruck, que Yann Manouk, tu vois, des auteurs comme ça, qui ont en commun la volonté de raconter des histoires, mais aussi la volonté de les raconter le mieux possible. Donc de travailler sur ce qu'est un roman, ce qu'est un texte, ce qu'est l'écriture, et donc de défendre ces genres-là. Et je crois qu'on commence à moissonner gentiment, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, les auteurs de thrillers ou les auteurs de fantasy sont plus des ados attardés ou des parias, sont des auteurs comme les autres qui racontent des histoires avec un lectorat, et puis que petit à petit, on découvre des gens qui ne lisaient pas ces genres-là, mais qui viennent, qui se rendent compte que c'est plutôt bien fait, que oui, maintenant c'est de la littérature, et on peut y aller en confiance. Après, que ça vous parle ou pas, je l'entends. Mais qu'au moins ce soit considéré comme un... Pour vous résumer ça, j'ai commencé par des albums jeunesse. Un jour, j'ai publié un roman pour ados. Et au Salon de Paris, il y a des éditeurs qui m'ont croisé, qui m'ont dit « Ah, tu écris maintenant ». J'ai rien dit. Et puis un jour, j'ai publié au Masque, donc un roman policier, et j'ai entendu « Ah donc, tu fais des livres ». Ça faisait 10 ans que je publiais des trucs. Et puis quand Marie Joly, chez Sabine Vespizer, est sortie, c'est sorti un 1er avril. Je vous jure que c'est vrai. Et je suis arrivé au Salon de Brive, le principal, le plus grand salon de France. En 2 jours et demi à Brive, vous avez plus de visiteurs que n'en avait le Salon de Paris sur une semaine, pour vous donner une idée. 55 000 habitants, plus de 80 000 visiteurs. Colossal. Donc j'arrive sur le stand où j'étais tous les ans en jeunesse. Et je vous jure que c'est vrai, le libraire arrive, il dit viens, on est content, on peut s'y mettre. Par contre, je suis emmerdé, hein. Il y a un carton qui est arrivé, ça doit être un objet. Parce que dans la tête de ce libraire, c'est pas possible que j'écrive chez Sabine Vespizer. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre à ce monsieur? Je lui dis, ouais, non, mais on s'en fout, les gens sont pas au courant, donne, je vais le dédicacer quand même. Il est persuadé que tout le week-end, j'ai fait des faux. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est franco-français. On appartient à une catégorie, on ne peut pas en sortir. Si, il suffit d'avoir envie de raconter des histoires et puis de faire des jolies rencontres voilà, qui vont vous permettre de les défendre. Et aujourd'hui, dans les librairies, un livre sur 4 vendu est un polar. Le genre donc est passé du mauvais genre à une vente très populaire, ça. Donc on aime ou on n'aime pas, effectivement, comme tu le disais. Mais est-ce que c'est toujours un genre qu'il faut défendre? Est-ce que ça reste toujours un genre qu'il faut défendre, dans la mesure où moi je vais régulièrement, je travaille quelques heures par semaine à la librairie Porte-Vec. Ça m'apporte énormément de choses, ça m'apprend beaucoup de choses sur les lecteurs, sur le lectorat. Il y a encore des gens qui vous disent, moi je ne lis jamais de romans policiers, je sais pas mon... Et puis ils ont acheté le Goncourt de Lemaître. Et quand on leur dit, mais Pierre Lemaître, c'est un immense auteur de romans policiers, d'ailleurs, Au revoir là-haut, c'est un roman policier. Ah ben non, c'est le Goncourt. Et on y arrive, petit à petit. On y arrive, le nouveau Goncourt. Tu vois? Donc les cloisons commencent à tomber, et c'est bien, et j'en reviens à ce que je te disais au début. Si un roman sur 4 vendu actuellement en librairie est un roman policier, c'est parce que les lecteurs se sont rendus compte que ça nous parlait de la vie, ça nous parlait de nous, et que, ouais, il y avait peut-être des choses à y prendre.
On a des formidables auteurs de romans policiers actuellement en France qui sont très proches de la littérature blanche, qui ont un fond social un peu dur, mais ce sont des écrivains. Tu prends un Franck Bouis, c'est formidable. Mais je mets quiconque au défi de m'expliquer où se trouve la frontière entre la littérature générale et le roman noir. Enfin, c'est Franck, il fait ça, il le fait merveilleusement bien. Le maître, les gens ne se posent plus la question, mais voilà, il a fallu second cours pour y aller. Il a fallu qu'il paraisse en blanche pour être au bon cours. J'ai un autre exemple, alors pour le coup c'est un étranger, mais c'est merveilleux. J'ai eu la chance de rencontrer cet immense bonhomme qui est Victor Delarbol. Victor Delarbol, il est publié chez Actes Sud, dans la Noire. C'est un auteur merveilleux, c'est un type qui a été dans la police de Barcelone pendant des années. Et en tant que catalan, il est condamné en Espagne à écrire en castillan, mais catalan. Et avec tout ce passé historique, tous ces livres sont empreints, sont porteurs de la mémoire, de tout le passé finalement, c'est avant-hier, hein, la guerre d'Espagne et toutes ces choses-là. Et tous ces livres sont basés sur des flashbacks. Tous les personnages sont, je vous en parle, j'ai la chair de poule, ces personnages sont profondément humains parce qu'ils ne sortent pas de nulle part, ils ont un passé, ils ont des parents, et il y a cette obsession que j'ai aussi dans mes bouquins, qui est la filiation, qui est la transmission. Victor Delarbol, il est considéré comme un merveilleux romancier noir en France. En Espagne, il a obtenu l'équivalent du Goncourt, et il est publié en littérature générale. Sauf qu'en France, il a fallu qu'on le catégorise, donc on l'a collé en policier, parce qu'effectivement, il y a des policiers dans ces histoires. Mais c'est pas ça dont il nous parle. Il nous parle de l'histoire d'humain, voilà, aujourd'hui. Donc, tu vois, et je pense que c'est grâce à ces auteurs-là que finalement les dernières barrières vont tomber. Après, on va pas se mentir, il y a aussi un argument marketing formidable. Dans les mauvais genres, il y a eu une guéguerre il y a une quinzaine d'années entre roman noir et thriller. Alors, polar, c'est tout le monde, hein, on va dire le roman noir, tu vois, et puis le thriller. Et puis, qu'est-ce qui dérangeait? C'est que finalement, le roman noir était extrêmement social, beaucoup plus social que le thriller. Le thriller avait une dimension plus internationale. On n'était pas forcément en France, on pouvait aller aux États-Unis, moi je vais en Corée, on va un peu partout. Et puis, le thriller, ça a été le premier qui a lancé le thriller en France, c'est Jean-Christophe Granger. Et donc le thriller, ça a été tout de suite dans la tête des éditeurs, succès d'édition. Alors c'est rigolo parce que maintenant on marque thriller sur n'importe quoi. Parce que c'est presque gage de qualité, en tout cas c'est gage de je cherche des ventes. Tu vois. Et même, ce qu'il y a de rigolo, c'est que les premières barrières sont tombées grâce à des gens comme Caril Ferret. Personne n'y fait attention parce que c'est vendu en série noire. Ouais. Et c'est marqué au dos. Hein. C'est en petit encore, mais c'est marqué au dos. Tous les bouquins de Caril, thriller. Mais pour le coup, c'est du thriller ce qu'il écrit. Du coup, le thriller est-il l'avenir du polar? Ah non, je crois pas. Je pense pas. Je pense que. Est-ce qu'il y a un genre musical qui est l'avenir de la musique? Non. Je crois que tout le monde a le droit de citer, et que heureusement tout le monde a le droit de citer, heureusement qu'on a encore la possibilité d'aller chercher les choses qui nous parlent. Sinon, on formaterait tout ça. Et dans les bouquins, heureusement qu'il y a des grands courants, il y a des choses comme ça. Et puis, on n'a pas encore inventé le polar de demain, ça va venir. Ça va venir. Je crois qu'il y a des grands auteurs dans chacune des catégories, et qu'encore une fois, en fonction de leur sensibilité, ils vont nous amener là où. Franck Bouis, il vient d'inventer un truc, pour moi, il y en a d'autres comme ça. Jérôme Leroy fait un boulot formidable, Pascal Dessin, Jean-Hugues Oppel, je peux t'en citer plein, qui ne sont pas des auteurs de thriller, qui font un boulot merveilleux, chacun dans leur catégorie, et qui amènent les lecteurs, et qui touchent les lecteurs, et qui leur parlent. De plus en plus de croisement de genre aussi, hein, le thriller qui absorbe de plus en plus la dystopie, de plus en plus le gore, malheureusement on catégorise encore plus. Et puis regarde les derniers cartons d'édition, tu as Joël Dicker qui est arrivé, il est arrivé masqué cet homme-là, parce qu'il a été vendu en littérature générale, alors que c'est des romans policiers à la Gastille. Joël Dicker, c'est la vérité sur l'affaire Harry Kéber, les choses comme ça, c'est des cartons d'édition,
Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'en librairie, vous avez des gens qui viennent acheter ça, vous leur proposez du polar, ils font non, je lis jamais de polar. Mais c'est rassurant, chez cet éditeur-là, sous ce format-là. Couverture blanche. Voilà. On va y arriver petit à petit, ouais. Et par rapport à tes polars, donc toi, tu as ton côté polar thriller, est-ce que le fait de venir donc, du monde de la jeunesse, de la littérature jeunesse, de la fantaisie, du jeu de rôle, est-ce que ça t'aide pour la construction des scénarios de polar, et est-ce que tu gardes toujours des petits côtés, alors pas des dragons, mais des petits côtés, d'éléments fantastiques, fantaisie dans des histoires de polar? Alors, pas du tout. Pas du tout. Si, j'ai fait une série historique chez 10-18, qui se passe au 19e siècle, dans laquelle j'ai injecté 2 ou 3 éléments fantastiques, mais au service de l'histoire. C'est-à-dire que le fantastique, il était dans la tête des gens, qui voyaient des manifestations étranges. L'explication est tout à fait cartésienne, et je sais où j'emmène mon lecteur. Si les genres que sont la fantaisie, la jeunesse, ou les choses comme ça m'ont appris, ou le jeu de rôle m'ont appris quelque chose, c'est dans la construction des personnages. En revanche, quand je fais du roman policier pour adultes, non, il ne peut pas y avoir fantastique, j'essaie de... Comment dire? En thriller, on a un contrat tacite avec le lecteur. Je vais revenir sur Brussolo, il avait une définition géniale, il disait qu'on établissait un rapport sadomaso avec le lecteur. Je sais tout le monde, mais c'est... Et souvent avec les femmes, pardon mesdames. Les lectrices de thriller, elles ont toutes le même comportement. Elles veulent toutes savoir avant la fin qui a fait le coup. Et quand on dit sadomaso, c'est que si jamais elles y arrivent, elles nous en veulent. En revanche, si on les amène sur une fausse piste et qu'au dernier chapitre, hop là, on retourne tout le monde, elles font « Ah, le salaud, il est trop fort ». C'est ça. Donc ça, c'est rigolo, c'est ce jeu-là qui est drôle. Mais en même temps, avant d'arriver à ça, Brussolo m'a donné, alors je t'en fais cadeau. Le conseil est absolument génial. Je ne comprenais pas comment il faisait pour surprendre à ce point-là. On me dit, mais c'est très simple. Tu prends le postulat improbable, celui auquel personne ne va jamais penser. Oui, mais si c'est improbable, c'est un... Tu mets mon vieux, tu as 400 pages pour le justifier. Ouais. Bon, c'est simplifié. Mais mine de rien, c'est proche de ça. Ce que je veux pas, en revanche, comment te dire, quand je démarre un thriller, je n'ai pas de plan. On en parle souvent au sein de la Ligue. Des gens comme Franck Tillier, comme Maxime Chatham, comme Henri, ils ont besoin d'un plan, ils ont besoin de savoir exactement où ils vont parce qu'ils ne veulent pas se planter. Donc ils savent exactement, c'est de la mécanique suisse, hein, c'est de l'horlogerie, ils ont tous les rouages de leur bouquin et là ils commencent à l'écrire. Des gens comme Manouk, ou comme moi, on ne sait pas du tout, alors si, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas comment on va y aller. Voilà. Quand j'écris un thriller, je sais que je dois accrocher mon lecteur avec une première scène très forte pour lui donner envie d'y aller, parce que derrière il y a 500 pages à sortir. Et je sais que j'ai la scène finale en tête, mais je ne sais pas comment je vais y arriver. Et au milieu, bah, débrouille-toi. Donc c'est là que les techniques de jeu de rôle m'aident, c'est que je sais tous mes personnages avant de commencer à écrire. J'y ai réfléchi très longtemps en amont. Je sais des détails totalement insignifiants. Je sais s'ils sont slip ou caleçon, s'ils sucrent leur café ou s'ils fument ou pas. Et je ne vais jamais vous en parler. Sauf qu'à partir du moment où ils sont vivants dans ma tête, j'ai une petite chance qu'ils soient vivants dans mes bouquins et je les regarde faire. Donc la situation problème que je vous soumets au départ, bah, ils sont dedans et je les regarde faire. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Alors avec Chatham, à chaque fois je suis en transe parce qu'on en parle pendant des heures. Quand il m'explique ses méthodes, j'ai essayé une fois. Je suis très content du résultat, j'ai vécu l'enfer. Parce que comme j'avais tout découpé, j'avais l'impression d'avoir déjà fait mon bouquin. Et donc j'avais l'impression d'en faire un au pochoir. Tout existait déjà. Donc c'était un cauchemar. Lui, ça le rassure. Et lui, il a essayé une fois de faire comme moi, il m'a dit, mais t'es un grand malade, c'est pas possible. Enfin voilà, chacun son truc. Mais, alors lui, il est content de se lever le matin parce qu'il sait exactement ce qu'il a à faire et il le fait. Moi, je suis très content de me lever le matin parce que je ne sais pas ce qui va se passer et que j'ai une véritable jubilation à les voir faire. Moi, je me contente de vous raconter ce qu'ils ont fait. Certes, c'est dans ma tête et il faut que je consulte, mais c'est ça. C'est une méthode comme une autre. En revanche, en fin de bouquin, les questions commencent à arriver parce que je sais où je veux arriver. C'est là que je veux aller, je ne peux pas aller ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Justement, en parlant justement de tes personnages, tu évoquais tout à l'heure l'aliéniste Simon Bloomberg.
par rapport à cette série chez 10-18. Dans tous tes polars, sauf erreur de ma part ou sauf les futurs donc, que je ne connais pas encore, il n'y a pas de personnage récurrent flic. Il n'y a pas de grand flic. Oui. Il n'y a pas. C'est un choix, je crois, de ta part. Ouais. C'est un choix familial. Mon merveilleux papa est commissaire divisionnaire à la retraite. Et on a eu une discussion virile mais correcte, comme ils disent dans le rugby, suite au visionnage commun. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film merveilleux, Garde à vue. Et papa étant flic, on a regardé Garde à vue ensemble. Moi, j'ai vu une histoire extraordinaire avec un twist final époustouflant, un numéro d'acteur à tomber par terre, une direction d'acteur, enfin, tout était bien dans ce film. Et mon père a vécu le cauchemar en me disant « Mais c'est totalement faux dans la procédure, ça ne pourrait pas se passer comme ça. » Et ça lui avait gâché son bonheur. Je lui ai dit « Mais papa, on s'en fout. On s'en fout, c'est... Les gens sont embarqués dans une histoire, c'est implacable, ça fonctionne et tout est... » Il dit « Oui, mais ça ne se passe pas comme ça, c'est nul. On ne peut pas leur laisser croire que ça se passe comme ça. » Et à partir de là, j'ai su que si jamais je faisais un bouquin avec un personnage de flic, il allait falloir lui soumettre. Et ça allait être très compliqué. Alors quand mes flics, j'en ai des policiers, mais ils sont américains. Je suis tranquille sur la procédure, ils ne peuvent pas revenir dessus. Maintenant, je vais te donner un scoop. Je suis en train de faire un bouquin qui se passe en France avec des vrais policiers de nos jours. Et je suis très très angoissé. Et j'espère être à la hauteur. Et ouais, parce que j'y viens petit à petit. J'y viens petit à petit. Là, les 2 ou 3 bouquins sur lesquels je suis, c'est ce fameux bouquin qui va se passer en France de nos jours. Et puis 2 romans qui ne sont pas des thrillers, qui sont des romans noirs. Donc c'est encore autre chose. Mais ouais, je voulais pas me fâcher avec mon papa. Donc, et je sais qu'aujourd'hui, il a mis très longtemps à me le dire, mais c'est un de mes plus grands fans, donc voilà, bien m'en a pris, je suis très Avec ta content. maman qui met dans sa bibliothèque les livres signés de ses 2 fils. Ouais, ça a été le grand moment pour notre mère, de voir ses 2 fistons réunis sur le même bouquin, là, je crois qu'on a marqué les points. Et justement, tu parlais de la création, de la façon dont tu crées tes personnages qui ne sont pas ni tout bons, ni tout méchants. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu construis tes personnages et si tu as des personnages préférés ou si il est encore à venir ton personnage préféré? Le bouquin que je préfère et le personnage que je préfère, c'est toujours celui que je suis en train d'écrire en ce moment parce que voilà, il me vampirise et que j'ai envie de le voir mener à terme. En revanche, je m'en suis rendu compte sur le tard, à l'exception de Marie Joly chez Sabine Vespizer, qui raconte une histoire vraie, avec une femme qui a existé. J'ai juste changé son nom. C'est un de mes amis qu'il a rencontré à la fin de sa vie. C'est une femme extraordinaire, dont le véritable nom était Odette Le Marchand. Vous imaginez qu'en 1944, des femmes dentistes, il n'y en avait pas des masses. Non. Une femme qui fait des choses extraordinaires en Normandie, ça va se passer en pleine poche de falaise. Elle va acheter une maison qui se trouve, ça ne s'invente pas, lieu-dit la Brèche au Diable, qui a un caprice géologique. À 40 km au sud de Caen, juste avant Falaise, vous avez cette espèce de coup de sabre qui a été tapé dans la plaine de Caen, et il y a une brèche là. Et elle est à vélo, elle n'en peut plus, on lui dit qu'il va y avoir un débarquement, plus personne n'y croit en Normandie. Elle va prendre son vélo, elle va aller se balader dans la forêt, elle va trouver cette maison avec des gens qui veulent partir, franchir la ligne de démarcation, qui veulent vendre. Alors elle vend son cabinet à Caen, elle vend son appartement, elle paye la maison, elle va s'y installer, elle pense que la guerre va l'oublier et qu'elle va oublier la guerre. Elle récupère sa mère qui est handicapée, elle va héberger des gens, elle va héberger une jeune femme avec des enfants, elle va faire son possible pour essayer de recréer une vie comme ça dans cette maison paumée. Et elle prie pour que la guerre l'oublie, mais la malheureuse, elle ne peut pas le deviner, elle est en pleine poche de falaise. C'est-à-dire pile poil l'endroit où les 2 armées vont se fracasser. Et alors qu'elle veut qu'on lui foute la paix, eh bien, elle va vivre un condensé de la guerre. C'est-à-dire que sa maison va être occupée par les Allemands, qui vont monter au front, puis qui vont revenir. Puis elle va être occupée par la SS, qui va monter au front. Et puis quand je ne vous raconte pas le bouquin, mais c'est l'histoire. Quand les Américains et les Canadiens arrivent,
Ben oui, Ouais, parce c'est qu'ils bizarre. découvrent une maison Ouais. où tout le monde est en bonne santé. Donc pour eux, Mm. ben, c'est des collabos. Ouais. Alors que cette femme, elle a fait un acte de résistance incroyable. C'est une femme d'un courage. On n'imagine pas le courage de cette bonne femme. Moi Odette Le Marchand, Emmanuelle Chonu, c'était sa voisine, c'était quasiment sa deuxième maman. Il a 17 ans quand il lui raconte ça, parce que son père, Pierre Chonu, l'historien, voulait pas aller bien loin pour passer des vacances, parce qu'il avait toujours du boulot. Et il loue cette maison qui n'appartenait plus à Odette depuis des lustres. Et quand Emmanuel dit à sa voisine, on est allé dans une maison formidable, elle apprend ça et elle faisait partie de ce qu'on appelle les taiseux. Vous savez, ces gens qui ont fait des choses merveilleuses pendant la guerre, mais partant du principe que d'autres avaient versé leur sang, s'interdisaient de se mettre en avant. Et là, elle ouvre les vannes. Et elle lui dit, puisque tu veux être journaliste, je vais te raconter un truc. Il prend des notes. Mais il a 17 ans. Et puis elle va mourir très jeune d'une rupture d'anévrisme, la malheureuse. Et elle avait dit avant de mourir à Emmanuel, si un jour tu veux en faire un livre, fais-le. Emmanuel, il m'amène une cinquantaine de feuillets. Alors c'est foutraque, hein, ça part dans tous les cas. C'est un môme de 17 ans qui se prend pour un journaliste et qui pose des questions. Il faut tout remettre dans l'ordre. Sauf que je tombe là-dessus. À un moment donné, Odette, elle va faire un truc merveilleux. Elle prend sans papier plusieurs trains. Son mari a été réquisitionné, pas déporté, réquisitionné dans l'est de la France parce qu'il est chirurgien et qu'il est enfermé dans un hôpital allemand où il soigne les Allemands. Et ils sont plusieurs médecins là-bas, canets. Et toutes les femmes se réunissent, elles sont malheureuses, elles voudraient écrire à leur mari et tout. Et Odette en a ras-le-bol et elle dit, bon, écrivez, je vais porter les lettres. Et elle va passer un nombre incalculable de trucs, et après, attendez, c'est rocambolesque, elle va se faire passer pour une infirmière. Elle va payer une infirmière, prendre sa tenue, rentrer dans le camp allemand, retrouver son mari, apporter les lettres aux autres et revenir. Avec le fric. C'est hallucinant. Et moi, ce qui me donne envie d'écrire le bouquin, c'est qu'il y a toutes les remarques, celles d'Emmanuel, et puis les réponses d'Odette. Et il dit, mais ça, ce que vous avez fait, c'est héroïque. Elle éclate de rire une fois. Mais non, il fallait juste que quelqu'un le fasse. Moi, je dis, je veux écrire sur cette bonne femme, c'est pas possible, on doit le faire. Alors je change, je vais l'appeler Cécile parce que c'est le nom de ma grand-mère, et parce que je ne connaissais pas cette dame et que je suis ni historien ni biographe. Mais je vais essayer de coller au maximum à tout ça. Après, elle parle comme elle parle, c'est-à-dire que dans tout son descriptif, elle dit l'ébauche. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, moi mon boulot, c'est d'ingurgiter un nombre conséquent de bouquins sur le débarquement pour savoir qui étaient ces Boches. Donc j'ai réussi à retrouver quand c'était la Wehrmacht, quand c'était la SS. Et bizarrement, ça correspondait à ce qu'elle dit sur le comportement des gens qui étaient chez elle. Et puis il y a une deuxième scène qui, pareil, qui m'a fait tomber amoureux de cette histoire. Les gens ne le savent pas parce que dans les films, c'est un détail, mais juin 1944, c'est un été exceptionnel en Normandie. Les blés sont déjà mûrs, on est en avance, il fait très beau, il fait très chaud, et donc il y a des fruits partout et des fleurs partout. Et dans le jardin, elle entend rire les gosses, et elle sort, et il neige dans le jardin. Soleil, pas de nuages, il neige. Alors machinalement, elle attrape un flocon, et quand elle rouvre la main, c'est pas un flocon de neige, c'est un petit morceau d'image pieuse, calcinée, qu'elle tient. Et là, elle n'a plus de jambes, elle tombe dans l'herbe, parce qu'à 40 km au nord, à Caen, en face de chez elle, il y a une imprimerie qui fait ces images pieuses. Elle vient d'être bombardée. Tout a pris feu, tout retombe 40 km après. Et elle comprend que c'est parti. Ces deux images qui m'ont dit, bon, on y va, on y va. Par contre, j'ai rien inventé. J'ai collé à la réalité, au déroulement, toutes ces choses-là. C'est le seul personnage, pour répondre à ta question, pardon pour cette digression un peu longue, c'est le seul personnage que je considère comme totalement héroïque. Voilà. Parce que cette femme s'est battue toute sa vie pour ce qui était juste, pour ce qui était bien. Elle aurait pu profiter de la situation, négocier la baraque pour une... Non, elle est obligée de vendre son appart, son cabinet. Elle fait les choses bien. Et elle les fait jusqu'au bout. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle fera les choses bien. En revanche, dans tous mes autres bouquins, je ne l'ai jamais rencontrée, cette dame. Je n'ai jamais rencontré de gens qui étaient
qu'il n'y avait pas des fêlures comme tout le monde, moi le premier. Donc je fais des personnages en niveau de gris, qui sont plus ou moins courageux ou plus ou moins lâches, selon les... Parce que sinon, c'est pas juste. Sinon, j'écris des contes, mais j'écris pas des contes, j'écris des romans. Donc j'essaie de coller à la vie. Et tes méchants, tu les construis très très méchants, très manipulation, à les construire. Bien sûr, parce que c'est notre reflet dans la glace, c'est notre reflet dans le miroir. On en parlait avec les copains de la Ligue, qu'est-ce qui nous fait écrire? On a tous des obsessions, tous. Moi, le questionnement que j'ai depuis que j'ai 12, 13 ans, et j'ai toujours pas la réponse, mesdames, messieurs, c'est qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Qu'est-ce qui fait que le plus aimant des pères peut commettre l'irréparable? Qu'est-ce qui fait qu'un humain tout à fait policé, éduqué et compagnie peut d'un seul coup tuer quelqu'un, peut faire cette chose-là? Voilà, l'animalité et la noirceur qu'on a tous en nous. Heureusement que notre éducation, que notre construction mentale, que la société font que on a ces barrières qui nous empêchent de tous nous entretuer, mon Dieu. On en voit des déflagrations de violence partout, elles sont parfois légitimes, elles sont parfois totalement gratuites et incompréhensibles, mais elles sont là. Ce qui sous-tend mes bouquins, ça ne veut pas dire que je ne parle que de ça et qu'il n'y a que de la violence dans mes bouquins, mais l'une de mes interrogations et le moteur qui fait que je m'interroge là-dessus, c'est ça. C'est ce qui fait que je ne vais pas pardonner à la pire des ordures d'être ce qu'elle est. Mais je vais essayer de comprendre, essayer d'expliquer. Il y a des choses impardonnables. Quand tu écris sur Marie Jolie et que tu vois ce que font certains SS, mon Dieu, tu ne peux pas pardonner. Tu as déjà du mal à expliquer. Tu essaies de comprendre, tu essaies de chercher. Mais tu te dis que même parmi les pires de ces salopards, pardon les enfants pour les mots que j'emploie, mais j'en trouve pas d'autres sur certains sujets, et ben certains étaient des pères de famille, certains, enfin voilà, ils avaient tous un père, une mère, et qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont arrivés là? Je ne sais pas. Si la littérature peut nous permettre, nous, parce qu'on l'écrit, vous parce que vous les lisez, ces livres, d'essayer d'approcher, de commencer à expliquer, on fait le boulot, on avance. Comment tu expliques justement alors, que les auteurs soient obsédés par la naissance du mal et la création du personnage, mais les lecteurs, eux, on en parle souvent aussi, on en avait parlé avec Jacques Saucé, cette fascination pour la naissance du serial killer. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent comme Micheli, comme Claire Favant sur des choses. Le serial killer qui est un personnage principal. Voilà, j'en ai utilisé, j'ai pas du tout la même démarche que, c'est-à-dire que je suis pas fasciné par le serial killer, je suis révulsé par le serial killer. Et en fait, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Dans mes bouquins, je ne suis pas à la recherche de la noirceur. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que je peux partir à la noirceur, le seul truc qui m'intéresse, c'est au bout du tunnel, il y a toujours cette petite lumière-là, et c'est ce que je cherche. Voilà. Donc même dans le pire des personnages, moi ce qui m'intéresse en lui, c'est voilà, est-ce qu'il reste encore un peu de lumière ou est-ce qu'il a éteint complètement? Tu vois? Ouais. C'était ça, c'était toutes ces facettes-là. Ce qui m'intéresse, c'est c'est ce qu'il y a de beau en nous. Sinon, ma foi, hein, l'agriculture manque de bras, il faut que je change de boulot. Ce qui est intéressant, c'est ces questions-là. En tout cas, ce qui m'intéresse moi. Ouais. Et dans ton écriture, est-ce que tu as des rituels? Parce que tu me parlais de Werber, tu me parlais de tes copains de la Ligue. Quels sont tes rituels, ta journée? Alors, je ne l'ai pas là, mais il est à l'hôtel. J'ai mon portable avec moi tout le temps, partout. J'écris dans le train. Dans l'avion, c'est plus court. Donc, ça dépend. Partout, comme Jacques? Ouais. J'écris à l'hôtel. J'aime bien l'hôtel, c'est rigolo, ça change complètement. Donc, quand j'habitais en région parisienne, une fois par semaine, c'était super. Le barman me demandait plus ce que je voulais. Il me servait toujours le même petit déjeuner. Et j'avais toujours la même place parce qu'il était sympa. Il savait que je venais ce jour-là. Et il me l'a réservé dans un coin parce que, vous savez, il y avait la prise. Donc, comme il savait que j'allais rester 2-3 heures dans mon coin et pas l'embêter, et qu'à un moment donné, l'ordinateur allait me lâcher, il m'a réservé cette place-là.
Et je trouvais ça formidable. Alors, il y a des copains que ça met en France. Hein. Parce que tu imagines, c'était un bar en face de la FNAC rue de Rennes. Tu imagines rue de Rennes comme ça passe. Et en fait, quand je suis dans mon texte et dans mon bouquin, je fais totalement abstraction. C'est-à-dire, j'entends plus les bruits. En revanche, je ressentais l'agitation et la vibration. Et je savais que ce jour-là, c'était toutes les scènes d'action et machin et trucs. Parce qu'il y avait cette vibration-là qui me nourrissait et c'était très bien. Donc, je peux bosser à peu près n'importe où. En revanche, on n'est jamais mieux que dans son bureau avec ses repères. Dans mon bureau, j'ai tous les auteurs qui me sont chers et j'ai surtout tous mes disques. Je vais parler de la musique qui est très présente dans ton J'en ai besoin et je sais que j'ai des copains qui ont besoin du silence absolu, ce que je comprends. Moi, j'ai besoin de musique parce que je me nourris de ça et que donc le matin, c'est généralement après le deuxième café quand je me suis racheté un cerveau neuf. En fonction de ce que j'ai décidé d'écrire, je fais le tour de la discothèque et je prends les 2 ou 3 CD qui correspondent soit dans le tempo, soit dans l'ambiance, et je vais les laisser tourner et je vais les mettre au bout. Voilà. Si rituel il y a, c'est ça. Choix de la musique d'abord et après on y va. Vous savez là, c'est que Jean-Luc fait également. Je sais pas si tu fais encore partie d'un groupe ou si tu fais des buffs avec eux, si tu fais encore partie d'un groupe guitariste. On a un groupe, ouais. Touche à tout, musique, littérature. Ouais, j'étais trop feignant pour être guitariste professionnel, donc je suis passé à l'écriture. On aura un buff peut-être un jour sur le salon. Avec grand plaisir. Ça fait un an qu'on en parle. Oui, peut-être on va. Avec grand plaisir, parce que c'est toujours des moments très rigolos. Le dernier qu'on a fait, on a fait un concert dans un petit salon dont le nom est évocateur, ça s'appelle Fantaisie en Beaujolais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est redoutable. Et en fait, on s'est retrouvés à 4 ou 5, dont le noyau dur du groupe, batteur, bassiste, guitariste. Et en fait, c'est un groupe, on a un noyau dur et puis gravite autour d'autres auteurs qui chantent, qui jouent du clavier, qui jouent de la guitare et tout, qui viennent, voilà. Et c'est toujours, il se passe toujours un truc parce que on va en revenir à l'image de l'auteur. Hein. En France, les gens sont persuadés que, à part ça, on n'a rien dans la vie. Et nous voir jouer de la musique, partager et tout, c'est toujours un super moment. Et voilà. Alors après, il y a des moments de grâce, c'est très rigolo. Une fois, on a fait un concert qu'on n'avait pas annoncé, à Caen, il y a une quinzaine d'années de ça. Et l'espace de 3 minutes 30, on s'est pris pour les Beatles. Parce que le guitariste qui est venu sur scène avec nous pour un morceau, c'était Maxime Chatham. Il y a 20 000 jeunes femmes qui se sont matérialisées devant leur... On ne savait pas qu'il y avait autant de monde dans le restaurant. C'était extraordinaire. Pendant 3 minutes 30, on a été les Beatles à nous tout seuls, puis après Max est reparti, les filles ont disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a appris à la rue de la réalité de musicien.